Voici la correction des exercices sur la synthèse organique. Ce sont les exercices du livre. J'ai fait la correction complète, donc n'hésitez pas à ne regarder qu'une seule partie de la vidéo si nécessaire. Les objectifs, c'est d'être capable d'expliquer les protocoles, de les comprendre, de justifier les conditions en fonction des facteurs cinétiques, de calculer les quantités de matière, ou les masses, ou les volumes de réactifs, et réciproquement, et enfin de calculer le rendement de la synthèse. Exercice 2, page 496, c'est l'hémisynthèse de l'aspirine à partir d'anhydride éthanoïque et de l'acide salicylique. Vous aviez différentes étapes à remettre dans l'ordre, donc je vais les commenter en même temps. Alors d'abord, on va prélever les réactifs. Alors il faut savoir qu'on va généralement donner une masse quand le réactif est un solide, c'est le cas de l'acide salicylique, et un volume pour un réactif qui est un liquide. Et les quelques gouttes d'acide sulfurique, c'est le catalyseur. Ensuite, on va réaliser un reflux. Et donc, à quoi sert le reflux? Il va servir à deux choses, donc à accélérer la cinétique de la réaction, donc la rendre plus rapide, et également à ne pas avoir de perte de matière par le reflux. Ensuite, on ajoute l'eau froide dans le milieu réactionnel. Là, c'est pour avoir la cristallisation. On va obtenir un solide, l'aspirine sous forme de solide. Ensuite, on va filtrer sur Buchner le mélange qui est obtenu pour récupérer les cristaux d'aspirine. Et ensuite, bien, ces cristaux, en fait, ils sont impurs. Il va donc falloir les purifier. Alors, vous avez plusieurs techniques de purification. Là, je m'intéresse à la purification d'un solide. Donc, on va parler de recristallisation, c'est-à-dire qu'on va choisir un solvant qui va permettre de dissoudre certaines impuretés, mais dans lequel notre composé d'intérêt, c'est-à-dire l'aspirine, ne va pas être soluble. Ainsi, on va filtrer de nouveau sur Buchner et donc on aura sur notre filtre les cristaux et puis on va les peser pour faire un calcul de rendement ensuite. Voilà pour cet exercice. Exercice 3, page 496. Première chose, on devait repérer les différentes étapes. Donc le début, ici, va correspondre à la réaction. Donc on va introduire les réactifs, on va mettre le réfrigérant et puis mettre en place le chauffage à reflux. La deuxième étape, c'est de verser de l'eau salée dans le contenu du ballon, une fois qu'il a refroidi, et puis on extrait avec une ampoule à décanter. Alors il faut savoir ici que notre composé, celui qu'on veut synthétiser, c'est un ester, qui est donc un liquide, et on va procéder à une extraction liquide-liquide. Alors le fait d'ajouter de l'eau salée, c'est ce qu'on appelle un relargage, ça permet de diminuer la solubilité des composés organiques, ici l'ester, dans la phase aqueuse. Donc ça va permettre une séparation plus efficace. Alors ensuite, on va arriver à une étape de purification, puisque là il va encore rester des impuretés. Donc on va récupérer toute cette phase, et là la technique à utiliser, c'est de la distillation fractionnée. Et donc on va recueillir seulement la partie, la fraction, qui contient l'acétate d'isoamyle, c'est-à-dire l'ester qu'on veut synthétiser. Alors, on passe à la question 2. Donc, on vous demandait que doit-on connaître pour réaliser le prélèvement en l'absence de balance, puisqu'on vous avait indiqué une masse et donc vous n'avez pas de balance. Donc, il nous faut 36 g d'alcool, mais nous ne pouvons pas peser, donc on va devoir calculer le volume nécessaire à l'aide de la formule M égale ρ fois V, c'est-à-dire volume égale masse volumique ρ divisé par M. Mais à nouveau, il manque une donnée. En fait, on ne connaît pas la masse volumique. Donc, il nous faut donc la masse volumique de l'alcool. On peut aussi avoir sa densité, puisque la densité nous permet de calculer la masse volumique à l'aide de la formule D égale ρ sur ρ de l'eau, où les masses volumiques sont exprimées dans les mêmes unités. Question numéro 3. Sur quel facteur cinétique agit-on? On agit sur la présence d'un catalyseur, l'acide sulfurique, et l'élévation de température par chauffage. Donc, ce sont des facteurs cinétiques favorables qui vont accélérer. Quels renseignements sont nécessaires pour récupérer seulement la phase qui contient l'ester? Alors on a besoin de connaître la densité de l'ester. Pourquoi? Parce que on va avoir deux phases dans l'ampoule à décanter et il va falloir savoir si on jette la phase supérieure ou la phase inférieure et laquelle on récupère par déduction. Donc connaissant la densité, si on sait que l'ester est moins dense que l'eau, on va savoir qu'il est dans la phase supérieure. Autrement dit, on va éliminer la phase inférieure et ne conserver que la phase supérieure. Et pour récupérer seulement l'ester, il va falloir
Ensuite, donc là c'est pour la dernière étape de purification, et il va falloir connaître la température d'ébullition. Comme ça, bien, on va ne récupérer que le distillat qui passe à cette température-là. On va récupérer que cette fraction-là. Et on sera sûr qu'il ne s'agira que de l'ester. Alors maintenant qu'on a récupéré notre composé purifié, comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est bien l'ester qu'on attendait? Alors on va utiliser des méthodes d'analyse. Soit la mesure de l'indice de réfraction, ou soit un spectre infrarouge, ou un spectre RMN sont tout à fait indiqués pour vérifier cette nature. Alors, exercice 16, page 499, je vous invite à prendre votre livre pour mieux suivre la correction. D'abord, on doit calculer les quantités de matière des deux réactifs, donc l'acide et l'alcool. On nous dit dans l'énoncé qu'on a des quantités équimolaires, c'est-à-dire que N acide égale N alcool. Pour l'éthanol, donc l'alcool, on nous dit introduire 25 ml. Alors 25 ml, c'est un volume. Et nous, on connaît la formule petit n égale petit m sur grand M. C'est celle que je viens de vous afficher. Et vous avez aussi une autre formule qui est la masse est égale à la masse volumique fois le volume. Donc c'est celle-ci qui va nous servir. On va combiner ces deux formules. Et donc la masse, on peut aussi dire que c'est égal à la densité de l'espèce, donc celle de l'alcool, multipliée par la masse volumique de l'eau et multipliée par le volume, donc de l'espèce. Alors ça donne ici D alcool fois ρ de l'eau fois le volume d'alcool. Ça c'est le petit m alcool. Alors attention aux unités, la densité n'a pas d'unité. La masse volumique de l'eau, on peut la prendre en grammes par millilitre. Dans ce cas, on va prendre le volume en millilitres et on aura un résultat en grammes pour la masse. Donc ici, au niveau du calcul, on va prendre 46 pour la masse molaire, donc dans l'ordre, la densité de l'alcool 0,79, multiplié par ρ de l'eau qui vaut 1 g par litre, multiplié par le volume, c'est-à-dire 25, puisque c'est 25 millilitres, et je divise par 46, qui est la masse molaire de l'alcool. On obtient 4,3 fois 10 puissance moins 1 mol. Alors ensuite, pour la question 2, on nous demande le rôle de l'acide sulfurique, c'est un catalyseur. Pour la question 3, on nous parle de la décantation avec l'ampoule à décompter, donc l'extraction liquide-liquide qui va permettre de recueillir la phase organique. Alors, déjà, il faut savoir qu'au niveau des solubilités, le méthanoate d'éthyle ne va pas être soluble dans la phase aqueuse, il sera donc dans la phase organique. Et on aura une autre phase, la phase aqueuse, qui va contenir l'acide méthanoïque qui est soluble dans l'eau salée, l'éthanol qui est également soluble, et puis les ions qui ont pu être créés au cours de l'expérience, notamment avec l'acide sulfurique. Donc là, ils ne sont pas créés, ils étaient déjà là au départ. Donc, maintenant, il faut savoir quelle est la phase supérieure et quelle est la phase inférieure. La phase supérieure, c'est celle qui va contenir les composés à la densité la plus faible. Alors ici, on sait que donc les masses et densités à comparer, ce sont la densité de l'eau salée et la densité donc, du méthanoate d'éthyle, puisque c'est l'ester qui est dans la phase organique. Donc 0,91 pour l'ester, c'est donc inférieur à la densité de l'eau, et je vais donc pouvoir dire que la phase organique contient le méthanoate de méthyle, et elle est donc supérieure. Et la phase aqueuse, celle que je vais éliminer, contient l'acide éthanoïque, l'alcool, l'eau et les ions. Je cherche la masse théorique d'ester qui est obtenue à la fin de la réaction. Donc on va supposer la réaction totale, c'est-à-dire que tout ce qui a été produit correspond à ce qui a été introduit. Autrement dit, les quantités de matière, puisqu'ici on a des coefficients stoichiométriques égaux à 1, de réactifs et de produits, sont égales. Autrement dit, je produis à la fin 4,3 fois 10 puissance moins 1 mol d'ester. Pour trouver la masse, je prends ce résultat, la quantité de matière N, et je multiplie par la masse molaire. Donc 4,3 fois 10 puissance moins 1, multiplié par 74. En arrondissant, j'obtiens 32 grammes.
Maintenant, question 5, je souhaite calculer le rendement de cette synthèse, sachant que, en fait, à la fin de la réaction, j'ai recueilli 21 grammes. Alors, pour calculer le rendement, on va pouvoir utiliser la formule R égale la masse qu'on a obtenue expérimentalement de produit divisée par la masse théorique et fois 100. Donc ça nous fait 21 sur 4,3 fois 10 puissance moins 1 fois 74, où on pouvait reprendre la valeur de 32 grammes qu'on avait juste avant. Ça nous donne 0,66, soit 66%. Donc la réaction n'est pas totale. Il n'y a que 66% de rendement. Alors la 6A, on me demandait le nom du montage, c'est une distillation fractionnée, c'est une technique de purification d'un liquide. Pour la question B, vous deviez justifier le choix de ce montage. Donc pour augmenter la synthèse, donc ici, quand on va former du méthanoate d'éthyle, il va être distillé dès qu'il va être formé, puisque sa température d'ébullition c'est la plus faible, 54,3. Donc on va déplacer l'équilibre chimique en fait. Il ne peut pas réagir avec l'eau. En fait, la réaction inverse, un HCOOC2H5 plus H2O ne peut pas se produire puisqu'il n'est pas présent dans le milieu réactionnel. Et donc, on va limiter, on va augmenter le rendement, puisque cet équilibre est ce qui limitait le rendement. Alors pour la C, pourquoi est-ce qu'on ne dépasse pas 54 degrés Celsius dans la colonne? Parce qu'on distille seulement le produit formé, le méthanoate d'éthyle. Sinon, si on augmente la température, on va distiller l'éthanol à 78,5 degrés Celsius. Et donc si on enlève le réactif, on va produire moins de l'espèce qu'on recherche. Alors ensuite, 7A, cette fois-ci, on recueille 31,5 ml grâce à ce dispositif et vous devez calculer la masse d'ester obtenue. Donc la masse, c'est la même chose, en fait, le même genre de raisonnement que la première question. On va utiliser donc le fait que la masse, c'est égal à la densité de l'ester multiplié par la masse volumique de l'eau et multiplié par le volume d'ester. Alors la densité de l'ester, elle est de 0,91. Je multiplie par 1 g par millilitre et je multiplie par le volume en millilitres, donc 31,5. Et j'obtiens une masse de 29 grammes. Donc je recalcule le rendement, 29 grammes divisé par à peu près 32 grammes, et fois 100, donc j'obtiens 90% de rendement, ce qui est beaucoup mieux que précédemment. Et justement, il est supérieur avec ce montage pour les raisons qu'on a déjà expliquées. Voilà pour cet exercice. Alors, voici l'exercice, le corrigé de l'exercice 17, page 499, la synthèse de la lidocaïne. Pareil, je vous invite à suivre sur votre livre en même temps. Alors, la lidocaïne, c'est cette molécule. Vous deviez, dans un premier temps, la représenter, recopier sa formule et entourer le groupe amide. C'est ce qui a été fait ici. Alors ensuite, là c'est la réponse à la question 2A, le schéma légendé du chauffage à reflux. Donc, bien indiquer la sortie d'eau qui est en haut, le réfrigérant à boule, l'entrée d'eau qui se fait en bas, et on a un ballon, un chauffe-ballon. Alors maintenant, on devait justifier le chauffage à reflux. Donc il permet d'augmenter la température, ça permet d'accélérer la réaction chimique, et il permet d'éviter la perte de matière. La question 3, donc on vous devait demander à partir de la chromato d'indiquer la date à laquelle la réaction est terminée. Alors en 1, c'est à t égale 0 minutes, j'ai une tâche qui correspond au réactif. En 2, j'ai une tâche qui correspond au réactif et la deuxième tâche, celle plus haut, elle correspond à la lidocaïne. Et en 3, je vois qu'il n'y a plus qu'une tâche qui correspond à la lidocaïne, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de réactif dans le milieu réactionnel. Donc la réaction est terminée. Ensuite, la 4, on vous demandait à quoi sert le sulfate de magnésium anhydre. Alors là, c'est une méthode de séchage. Donc quand on a un liquide, le séchage, c'est le fait d'enlever l'eau. Donc justement, on va éliminer les traces d'eau avec un desséchant, qui est ici le sulfate de magnésium anhydre. Et donc, ces traces d'eau pourraient être éventuellement encore présentes dans la phase organique. Alors, la question 5, on vous demandait pendant la deuxième étape de l'extraction, quelle gamme de température choisir pour évaporer la totalité du pentane, mais cristalliser la lidocaïne.
Donc si on veut évaporer le pentane, il faut une température supérieure à la température d'ébullition du pentane, c'est-à-dire 36 degrés Celsius. Si on veut cristalliser l'idocaïne, il faut qu'on ait une température qui soit inférieure à sa température de fusion, c'est-à-dire 68. Donc on doit situer entre 36 degrés Celsius et 68 degrés Celsius. Question 6. On doit calculer les quantités de matière des réactifs initialement. Cherchons les quantités de matière des deux réactifs. Il va être intéressant cet exercice parce qu'on va voir la quantité de matière d'un solide et d'un liquide, donc à partir d'une masse et d'un volume. Alors, pour la N-chloroacétyl 2,6-diméthylaniline, soit le composé A, on va pouvoir utiliser la formule petit n égale petit m sur grand M. Donc 4 pour 4 grammes, divisé par la masse volumique donc de A, 197,7, et on obtient 2 fois 10 puissance moins 2 mol, soit 20 millimoles. Pour l'autre composé, donc la diéthylamine, on a 10 ml. Donc pour revenir au calcul d'une masse, on va faire le produit ρ fois V. ρ, donc c'est pour ce composé-là 0,707 que je multiplie par 10 ml. Donc là, je multiplie des grammes par millilitre par des millilitres, j'ai donc des grammes, et je divise par la masse molaire de ce composé, c'est-à-dire 73. Et j'obtiens 9,68 10 puissance moins 2 mol, 96,8 millimoles si on préfère. Ensuite, on va chercher, éventuellement avec un tableau d'évolution, un tableau d'avancement, la quantité de matière de l'idocaïne que l'on devrait théoriquement obtenir. Alors, sinon, on regarde la réaction, on voit qu'on fait réagir une mol de A avec une mol de l'amine pour obtenir une mol de notre composé, donc de l'idocaïne. Autrement dit, on va en former la même quantité de matière que celle du réactif limitant. Donc ici on a 20 millimoles pour l'un et 96,8 millimoles pour l'autre. Si on veut, on peut détailler le calcul en cherchant le réactif limitant, donc N1 moins Xmax égale 0. Dans ce cas-là, je trouve Xmax égale 20 millimoles, ou N2 moins Xmax égale 0, et dans ce cas-là, je trouve 96,8 millimoles. Je prends la plus petite quantité de matière, c'est-à-dire 20 millimoles. Donc le réactif limitant, c'est A. Et donc si la transformation est totale, j'obtiens la même quantité de matière de l'idocaïne à la fin que j'avais de réactif limitant, donc 20 millimoles. Alors maintenant, je crois que c'était la masse qui nous était demandée. Non, c'était juste la quantité de matière. Alors, ensuite, on me demande de calculer la quantité de matière qui est obtenue expérimentalement. Donc, pour ça, je vais devoir retrouver dans l'énoncé, on va me dire qu'on a obtenu 3,8 g de lidocaïne à la fin. Donc, je vais calculer la quantité. Je dois trouver la quantité de matière de lidocaïne qui est obtenue expérimentalement. Je sais qu'on obtient 3,8 g. Donc, à partir de là, je vais pouvoir calculer la quantité de matière en faisant petit n sur grand M. Donc, 3,8 g que je divise par 234,3 et j'obtiens 1,6 fois 10 puissance moins 2 mol, c'est-à-dire 16 millimoles. C'est bien inférieur à la quantité de matière que j'aurais pu produire au maximum. Donc, pour le rendement, on va prendre la quantité de matière de l'idocaïne qu'on a obtenue expérimentalement et on divise par la quantité de matière de l'idocaïne théorique. C'est-à-dire qu'on va faire 16 sur 20 millimoles. Et j'obtiens 0,80, soit 80% de rendement. Donc il y a 80% de mon réactif limitant qui a été transformé en produit. Donc on a des pertes, c'est ce que veut dire le rendement. Alors vous voyez ici la formule est un peu différente de ce que j'avais utilisé avant, puisque dans d'autres exercices, puisqu'ici j'ai raisonné sur la quantité de matière. Alors on pourrait tout à fait aussi faire la masse de l'idocaïne expérimentalement divisée par la masse de l'idocaïne théorique. Seulement ici on nous avait demandé de calculer avant la quantité de matière de l'idocaïne théorique, c'est pour ça que j'ai utilisé cette formule. Voilà, c'est terminé pour ces exercices.